Bonjour à tous et bienvenue dans l'Hebdo de l'Info. On est très heureux de vous retrouver avec Léandre pour cette deuxième saison et on commence tout de suite avec le flash d'information. Bonjour Agathe, bonjour à toutes et à tous. À la une, l'incident diplomatique en Pologne. Les débris de missiles ont finalement été causés par la défense anti-aérienne ukrainienne et non pas par un missile d'attaque russe. Mardi soir, 2 personnes ont été tuées après des explosions à la frontière polonaise. D'après l'OTAN qui enquête, nous n'avons aucune indication que c'était le résultat d'une attaque délibérée. De son côté, le président polonais a qualifié l'événement comme un probable accident malheureux, hélas. Il a aussi reçu le soutien du président français Emmanuel Macron. Zelensky, quant à lui, incrimine toujours les Russes. Et on retourne en France où les remises de carburant sont désormais moins élevées. En effet, depuis mercredi, la ristourne appliquée depuis plusieurs mois, en conséquence de l'augmentation des prix du pétrole due à la guerre en Ukraine, a considérablement baissé. Celle du gouvernement est passée de 30 à 10 centimes et celle de Total Energy est passée de 20 à 10 centimes également. Conséquence, les Français se sont rués sur les stations carburant, créant une nouvelle fois et par endroits des complications. En moyenne, le carburant s'établit à plus de 2 € pour le diesel ou le sans-plomb. Ce n'est que le début de la baisse car au 1er janvier, les aides seront bel et bien terminées. Et elles seront désormais ciblées sur les Français qui travaillent, qui ont de faibles moyens et qui ont besoin impérativement de leur véhicule. Cela représentera environ 12 millions d'automobilistes qui seront aidés à hauteur de 2 pleins par mois. Dans l'actualité également, c'est le chavirage du bateau suiveur au large de la Guadeloupe qui a causé 2 morts sur la route du Rhum. 11 personnes étaient à bord. Toutes ont pu être repêchées par les secours, mais une personne se serait retrouvée coincée sur la coque du bateau. A noter que l'embarcation suivait Charles Caudrelier. Le Français était dans les derniers kilomètres de Pointe-à-Pitre. Une enquête judiciaire a été ouverte et parmi les victimes, un ex-collaborateur de l'OGC Nice. Et on continue ce flash d'information avec le procès de l'attentat du 14 juillet qui se poursuit. Oui, la 11e semaine s'est ouverte ce lundi avec à la clé une question. Ramzi Arefa avait-il connaissance du projet terroriste de Mohamed Lawesh Boulel ? En début de semaine, la Cour d'assises spéciale de Paris a notamment auditionné l'enquêtrice de personnalité chargée du profil de Ramzi Arefa pour comprendre son passé personnel et judiciaire. Il est accusé d'avoir fourni un pistolet aux terroristes de l'attentat de la promenade des Anglais à l'été 2016 contre 1 400 €. Il était déjà connu des services de police pour trafic de stupéfiants. Enfin, on termine avec 2 informations politiques. Aux États-Unis, Donald Trump a officialisé sa candidature à l'élection présidentielle de 2024. Pour rappel, en 2020, il avait perdu le scrutin contre Joe Biden, mais ne l'avait jamais officiellement reconnu. De son côté, le président actuel compte lui aussi se représenter en 2024. Il affirme que Trump a truqué l'économie pour les riches et, je cite, choyé les extrémistes. Et puis en France, dans l'affaire des conflits d'intérêts de la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher, la Haute Autorité à la transparence à la vie publique a vérifié et constaté, je cite, l'absence de manquement à ses obligations déclaratives. La ministre était accusée de ne pas avoir noté qu'elle détenait des parts dans une société détenue par son père qui détient ses comptes en Irlande. Faut-il renoncer aux éclairages de Noël ? Municipalités, entreprises et particuliers se posent la question face à la flambée des prix de l'électricité. Il existe peut-être une solution, l'éclairage LED. Un reportage de Johan Molines et Caroline Méric. Vous n'aurez pas à vous éclairer à la bougie cet hiver. Noël approche et les Français hésitent encore à décorer le sapin. Le prix de l'électricité a augmenté de 4% depuis le début d'année et toutes les solutions sont bonnes pour réduire sa consommation énergétique. L'éclairage LED en fait partie. Avant, il y a été l'éclairage toujours en incandescence. Oui. Incandescence, il consomme. Les LED ils consomment à peu près 10 fois moins qu'une lumière ancienne. Alors, ici, on a beaucoup de guirlandes à LED. Il y a des guirlandes électriques. Par exemple, celui-là, c'est 12 mètres de fil avec 240 lumières, c'est beaucoup. Et on a une consommation de 3,6 watts par heure. C'est rien. Après un rapide calcul, cela ne coûtera que 34 centimes de laisser allumer votre guirlande pendant un mois non-stop. Une alternative qui séduit de plus en plus les particuliers à la recherche de la moindre petite économie. Mais on va le fêter quand même, on va en mettre quelques-unes, mais seulement on ne le laissera pas toute la journée. Uniquement lorsqu'on est là, parce que souvent on laissait ça toute la journée et ça je le ferai pas. Enfin je le ferai plus quoi. Voilà, toutes les guirlandes en fait que j'ai sont des guirlandes LED, donc pour l'intérieur. Je pense qu'on peut trouver un compromis au fur et à mesure des années. Il y a aussi des décorations qui n'ont pas forcément besoin en fait de lumière, donc avec des paillettes, avec plusieurs choses. Je pense qu'on peut faire des choses très, très jolies. Cependant, l'achat d'éclairage LED reste plus onéreux. En effet, cette alternative est 7 fois plus coûteuse que l'éclairage incandescent, mais permet tout de même des économies sur le long terme et peut éclairer pendant une dizaine d'années.
On passe maintenant à l'explication détaillée et on va parler de sport et plus précisément de football avec le lancement de la Coupe du Monde au Qatar ce dimanche 20 novembre. C'est une première pour la compétition qui se déroulera en automne, mais ce n'est pas tout. On pourrait également qualifier cette compétition d'inédite pour diverses raisons. Alors Agathe, quels sont les événements ? Eh bien, le premier, c'est le non-respect des droits des travailleurs. C'est l'ONG Amnesty International qui a révélé les conditions de vie des ouvriers au Qatar. Il serait des milliers d'étrangers à être venus du monde entier pour travailler sur les chantiers. On recense des milliers de blessés et de morts. Les causes des décès seraient majoritairement la chaleur et la quantité de travail trop importante. En 2021, le journal The Guardian a d'ailleurs parlé de 6500 morts, mais ce nombre reste encore difficile à évaluer. Toujours concernant ces fameux stades, Léandre, on recense aussi de nombreuses associations écologiques qui ont dénoncé l'irresponsabilité des Qataris, et pour cause, les 7 nouveaux stades ont été dotés de climatisation géante alors qu'ils sont implantés dans le désert. Pour Julien Jretti, directeur de Greenpeace au Moyen-Orient, cette Coupe du Monde est un non-sens complet. Récemment, le Qatar a également annoncé la mise en place de navettes aériennes. L'objectif sera de faciliter les échanges entre les pays voisins qui accueilleront également de nombreux supporters. Cette Coupe du Monde crée la polémique, notamment auprès de la communauté LGBT. Doha est accusée de ne pas respecter l'orientation sexuelle de tous ses invités. En octobre, l'ONG Human Rights Watch a dénoncé les agissements des forces de l'ordre du pays. Elles auraient arrêté arbitrairement des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres sans aucune raison. Cependant, même si cette Coupe du Monde n'a pas fini de faire parler d'elle, des millions de supporters attendent désespérément son commencement. Du côté de l'équipe de France, les 26 joueurs ont atterri à Doha mercredi soir, parmi eux Rendal Kolo Muani et Axel Disasi qui ont remplacé les forfaits du milieu de terrain Christopher Nkoukou et du défenseur Presnel Kimpembe. Quant aux Bleus, ils disputeront leur premier match mardi 22 novembre face à l'Australie. Lundi était la journée mondiale contre le diabète. Nice, qui fait de cette maladie une priorité, a mis en plus une semaine spéciale de sensibilisation. Mesure de la glycémie, remise en forme, conseils nutritionnels, tout est mis en place pour informer la population. Lundi, Thibaut Rivière, Camille Stocker-Cassied et Raya Stoyanova se sont rendus au centre médical de Carras pour faire une journée de dépistage. Les Niçois sont inquiets. Le diabète est une maladie silencieuse qui ne cesse de s'accroître dans le monde. L'opportunité de se faire dépister gratuitement est une bonne nouvelle pour les habitants du coin. C'était très important parce qu'il y en a dans la famille et puis que je pense que c'est une sale maladie parce que je connais des gens qui ont été amputés, etc. à la suite de ça. Arrivé à un certain âge, c'est toujours important de prendre soin de sa santé et d'anticiper en fait pour ne pas avoir des problèmes plus tard, quoi. Le diabète est une maladie insidieuse. Elle n'a pas de symptômes apparents et pourtant elle reste grave. Le centre de dépistage détecte uniquement le diabète de type 2, c'est-à-dire en lien avec son mode de vie. Il n'est pas contagieux ni génétiquement transmissible. Les gens ne font pas très attention parce c'est surtout la soif. Les gens boivent beaucoup, ils urinent beaucoup. C'est les symptômes pour le diabète de type 2. Il n'y a pas d'amaigrissement, ils ne maigrissent pas, c'est tout. Donc ça peut être une autre maladie, ça peut être pour les hommes la prostate, chez les femmes, on dit c'est l'âge. Sur place, une petite table. Les infirmiers posent des questions simples avant de piquer le bout du doigt et extraire quelques gouttes de sang. Après une analyse dans le compteur de glycémie, le verdict est rendu. C'est parfait. Une prise de tension est ajoutée à l'examen avant d'être redirigée vers un médecin. C'est pas juste faire la glycémie ou la tension et on s'arrête là, mesurer et on s'arrête là. C'est permettre aux gens d'aller dans un parcours de soins sécurisé vers le médecin généraliste. Et c'est lui qui va, en fonction des chiffres qu'on va lui apporter et ou des examens complémentaires qui sera fait, qui va poser un diagnostic de diabète et ou d'hypertension artérielle. 5,3% des Français sont atteints de diabète. Cette maladie est de plus en plus courante avec les modes de vie changeants et la surconsommation de nourriture. Et c'est déjà la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Léandre. Merci Agathe. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de l'Hebdo de l'Info.